Le 25 mars 2026, la France a appris, sidérée, que celle qui avait un jour incarné la célébrité soudaine, l'innocence exposée, la chute en direct, avait été retrouvée morte chez elle, à Nice. Elle avait 48 ans seulement, un âge qui n'a rien d'une conclusion, un âge qui ressemble encore à une promesse. Et pourtant, dans ce silence d'appartement clos, dans cette solitude figée, quelque chose s'est arrêté pour toujours. La nouvelle a circulé à une vitesse vertigineuse, semant partout la même stupeur, les mêmes larmes, le même vertige. Parce qu'au fond, même ceux qui ne la suivaient plus depuis longtemps avaient le sentiment de la connaître. Pas intimement, non, mais comme on connaît une blessure collective, comme on reconnaît un visage qui a porté, pendant des années, nos curiosités, nos jugements, nos cruautés, puis notre malaise, puis notre culpabilité. Elle a été retrouvée à son domicile après l'alerte d'un voisin inquiet de ne plus la voir depuis plusieurs jours. Son corps gisait là depuis un temps déjà indéterminé, et son chien a lui aussi été retrouvé mort à ses côtés. Très vite, le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer les causes exactes de cette disparition. Les premières constatations ont évoqué une plaie à l'arrière du crâne, des ecchymoses lombaires, la possibilité d'une chute en arrière, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques à venir, et surtout cette phrase lourde, froide, presque insoutenable. À ce stade, rien ne permet d'envisager l'intervention d'un tiers. Autrement dit, le mystère n'est pas forcément celui d'un crime, mais il reste celui d'une fin brutale, solitaire, opaque, dans la chambre close d'une femme que la France entière avait un jour regardé vivre. C'est cela qui bouleverse autant. Non seulement l'annonce d'une mort, mais la sensation qu'une existence entière, déjà cabossée, s'est refermée dans un silence trop épais, trop tardif, trop triste pour ne pas faire naître 1000 questions. Pour comprendre pourquoi cette mort secoue autant, il faut revenir en arrière, très loin en arrière. Avant le loft, avant les plateaux, avant les unes, avant les scandales, avant les photos volées, avant les rechutes et les rumeurs. Loana Petrucciani naît le 30 août 1977 à Cannes, dans une famille modeste. Un père pompiste, une mère au foyer. Une enfance d'abord banale, presque ordinaire, partagée entre Cannes, Golfe-Juan et Grasse, avec un frère, une école privée, des jours qui semblaient encore tenir debout. Puis l'ordinaire se fissure. Les récits biographiques publiés sur elle décrivent une adolescence broyée par les violences intrafamiliales, par l'alcoolisme du père, par l'effondrement de la cellule familiale, par des traumatismes que la lumière médiatique n'a jamais réparés. Le père s'en va quand elle a 16 ans, la mère part à son tour lorsqu'elle en a 17. Et soudain, avant même d'être une vedette, Loana devient déjà ce que tant de vies fracassées deviennent en silence. Une jeune femme livrée à elle-même, avec des failles anciennes que personne ne voit vraiment, ou que personne ne veut regarder assez longtemps. C'est là que commence une autre histoire, moins racontée que le mythe télévisuel, mais bien plus importante si l'on veut approcher la vérité humaine derrière le personnage. Avant d'être un prénom connu de tous, Loana a été une jeune femme qui s'invente une survie. Elle travaille, danse, traverse les nuits de la Côte d'Azur, cherche une place dans un monde qui récompense les apparences et ignore les plaies profondes. Puis vient l'année 2001, et avec elle, l'explosion. Loft Story, la première grande secousse de la télé-réalité française. Le laboratoire de la célébrité immédiate. Le pays découvre cette blonde solaire, spontanée, vulnérable, magnétique, à la fois sûre d'elle et manifestement en manque d'amour. Le programme devient un phénomène de société. Loana gagne. Et avec cette victoire, elle entre non seulement dans les foyers, mais dans l'imaginaire collectif français. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'on ne sort jamais tout à fait indemne d'une naissance médiatique aussi violente. Parce qu'on ne lui a pas seulement offert la notoriété, on l'a aussi exposée, disséquée, réduite à quelques images, quelques fantasmes, quelques caricatures. La France l'a élevée très haut, puis a regardé sa chute avec la fascination cruelle que les sociétés réservent à ceux qu'elles ont d'abord fabriqués comme idoles. Après Loft Story, tout semble possible. Le mannequinat, la chanson, la télévision, les couvertures de magazines, les apparitions publiques, l'argent, la reconnaissance, l'illusion d'une seconde vie. Elle essaye tout, comme si la célébrité pouvait devenir une reconstruction.
comme si être vu pouvait enfin guérir le sentiment ancien d'avoir été abandonné. Mais très vite, l'image publique commence à dévorer la personne réelle. Loana devient plus qu'une femme, elle devient un symbole, un récit national, un objet de projection. Tantôt on l'encense, tantôt on la juge, tantôt on la plaint, tantôt on la ridiculise. Et dans cette circulation infernale entre gloire et humiliation, quelque chose se casse. On ne voit plus une personne qui souffre, on voit un personnage qui fait parler. On ne mesure plus l'usure de l'âme, on ne remarque que les retours, les absences, les visages changés, les apparitions troublantes. Peu à peu, la première star de la télé-réalité française devient aussi tragiquement l'une de ses premières victimes. Les dernières années de sa vie ont été marquées par une succession de drames publics qui, mis bout à bout, dessinent moins une descente sensationnaliste qu'un long naufrage humain. Drogue, hospitalisation, épisodes de grande fragilité psychique, tentatives de suicide, violences subies, ruptures, retours, disparitions, appels au secours plus ou moins entendus. En février 2020, elle se dispute avec son ex-compagnon, entré par effraction chez elle selon les récits publiés à l'époque. En septembre de la même année, elle diffuse sur Instagram des images de son corps tuméfié et accuse cet ex-compagnon, Fred Cauvin, de l'avoir violemment battu pendant des heures. Un mois plus tard, en octobre 2020, elle est hospitalisée en psychiatrie après un épisode de crise dans la rue à Paris. Puis, en février 2021, elle affirme souffrir de troubles bipolaires et annonce des plaintes visant Fred Cauvin et la mère de celui-ci pour harcèlement, abus de faiblesse, abus de confiance, violence et autres griefs graves. À lire cette chronologie, on comprend que la question autour de sa mort ne peut pas être isolée du reste. Sa fin ne surgit pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une biographie rongée depuis longtemps par la violence, la dépendance, la précarité psychique et l'épuisement. Voilà pourquoi l'annonce de sa mort a provoqué un tel choc. Pas seulement parce qu'elle était célèbre, pas seulement parce qu'elle n'avait que 48 ans, mais parce que, d'une certaine manière, tout le monde savait qu'elle vivait depuis des années sur une ligne de fracture. Et quand la nouvelle est tombée, une émotion collective contradictoire s'est propagée. La stupeur, bien sûr, mais aussi la honte diffuse d'avoir vu venir le danger sans jamais pouvoir ou vouloir arrêter le mécanisme. La télévision lui avait donné un nom immense. La société lui avait donné une place instable. Les médias people avaient raconté ses blessures par épisode. Les réseaux sociaux avaient transformé ses faiblesses en matière à commentaires. Et dans le même temps, chaque apparition de Loana rappelait qu'au-delà du personnage public, il y avait une femme en souffrance réelle, avec des dépendances réelles, des cicatrices réelles, une solitude réelle. Alors quand on apprend qu'elle est morte seule chez elle, plusieurs jours avant qu'on ne la retrouve, on n'entend pas seulement la fin d'une célébrité, on entend l'échec général d'un système entier à protéger ceux qu'il surexpose. Et maintenant, la question qui obsède tout le monde. Que s'est-il réellement passé dans cet appartement niçois ? Il faut ici rester rigoureux, presque sévère avec les mots. Les faits connus dessinent une scène dramatique, mais pas encore une vérité totale. Les secours sont intervenus après l'appel d'un voisin inquiet. L'appartement était fermé de l'intérieur. Le décès remonterait à plusieurs jours. Une blessure à l'arrière du crâne ainsi que des ecchymoses lombaires ont été relevées. Le parquet de Nice a indiqué qu'une chute en arrière pouvait être envisagée. Une autopsie a été ordonnée, de même que des analyses toxicologiques et anatomopathologiques. Et à l'heure où ces éléments ont été rendus publics, aucun indice n'autorisait les enquêteurs à parler d'intervention d'un tiers. Ce n'est pas la réponse définitive, mais c'est la ligne d'enquête la plus sérieuse à ce stade. Cela signifie que le drame, aussi brutal soit-il, pourrait avoir été un accident au terme d'une vie profondément fragilisée. Et parfois, c'est peut-être cela qui déchire le plus. Découvrir qu'il n'y a pas forcément un ennemi visible, un coupable net, un scénario spectaculaire, mais peut-être seulement une accumulation de solitude, de corps fatigués, de substances, de chutes et de détresse dont personne n'arrive à mesurer la somme finale. Pourtant, parler d'accident ne ferme pas le dossier moral, bien au contraire. Car lorsqu'une femme vit pendant des années dans la turbulence,
sous la menace de ses addictions, des violences qu'elle dit avoir subies, de sa détresse psychique, de ses hospitalisations répétées, de son exposition constante, la question n'est plus seulement médico-légale. La vraie question devient presque insupportable. Combien de fois cette fin a-t-elle été préparée, à bas bruit, par l'indifférence collective, par le voyeurisme, par la difficulté à soigner durablement, par la fragilité des entourages, par l'usure des liens, par le fait qu'une personne très connue peut, malgré tout, mourir dans une solitude presque absolue. Voilà le vertige du dossier Loana. Le mot « vérité » ne renvoie pas seulement à la cause immédiate du décès. Il renvoie à la fabrication lente d'une vulnérabilité publique. Il renvoie à ce que la société fait de ses idoles fragiles. Il renvoie au prix que paient certaines femmes lorsqu'on transforme leur existence en feuilleton permanent. Et puis il y a Mindy, la fille de Loana, le nom qui revient à voix basse, avec une gravité particulière chaque fois que l'on tente de raconter cette histoire jusqu'au bout. La relation entre Loana et sa fille a souvent été décrite comme profondément douloureuse, inaboutie, pleine de manques, d'attentes et de blessures jamais refermées. Les articles publiés après le décès rappellent surtout que Mindy a choisi, depuis longtemps, de vivre loin des projecteurs et de garder ses distances avec la médiatisation entourant sa mère. Certaines publications récentes rappellent aussi qu'elle ne s'est exprimée qu'une seule fois publiquement au sujet de cette relation, en laissant transparaître la douleur d'une attente et d'un lien impossible à stabiliser. C'est pourquoi il faut être honnête. Rien de solide ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'elle aurait publiquement brisé le silence après la mort de sa mère pour réclamer une enquête au sens où l'entendent certaines rumeurs. Mais son silence lui-même parle. Il dit assez la violence d'une histoire mère-fille dévorée par la célébrité, les absences, les tentatives de rapprochement manquées, les années perdues. Et dans cette tragédie, ce silence-là est peut-être l'un des bruits les plus assourdissants. Il faut imaginer ce que représente une telle disparition pour une fille qui a grandi avec, au-dessus d'elle, non pas seulement une mère complexe, mais un mythe national fissuré. D'un côté, une femme immensément connue, photographiée, commentée, jugée. De l'autre, une intimité brisée, morcelée, souvent racontée par d'autres. Entre les deux, une distance, une vraie, presque infranchissable. La tragédie de Loana n'est pas seulement celle d'une star abîmée, c'est aussi celle d'une maternité empêchée, d'un amour maternel proclamé, mais jamais vraiment sécurisé, d'un lien qui a toujours semblé se reconstruire trop tard ou trop mal. C'est ce qui rend sa disparition encore plus douloureuse, parce qu'au milieu de la tempête médiatique, il reste une famille, une mère désormais brisée, une fille confrontée à une fin irréversible, des souvenirs contradictoires, des regrets peut-être, des questions sans réponse complète. Et ce sont souvent ces proches silencieux qui portent la partie la plus lourde du drame, loin des titres et des hommages. Le monde de la télévision et de la télé-réalité n'a d'ailleurs pas tardé à lui rendre hommage. Des animateurs, des anciens participants, des producteurs, des figures médiatiques ont salué la pionnière, l'icône, la femme sensible, la personnalité qui avait ouvert une ère nouvelle sans jamais vraiment être protégée de ce que cette ère allait lui coûter. C'est toujours ainsi, ou presque. Après la mort, les mots deviennent plus doux, les analyses plus lucides, les responsabilités plus diffuses. On redécouvre la personne derrière le scandale. On admet qu'elle était vulnérable. On souligne sa gentillesse, son intelligence, sa sensibilité. On se souvient qu'elle n'était pas seulement une image de piscine devenue culte, mais une femme traversée par la honte, par l'espoir, par le désir d'être aimée autrement que comme un spectacle. Et c'est précisément ce décalage entre la brutalité de sa vie publique et la tendresse tardive des hommages qui serre la gorge. Parce qu'il donne le sentiment que beaucoup ont compris Loana trop tard. Alors, que faut-il chercher maintenant quand on dit vouloir connaître la vérité sur la mort de Loana ? Il faut chercher à deux niveaux. Le premier est strictement factuel. Attendre les conclusions complètes de l'autopsie, des analyses toxicologiques, des examens ordonnés par la justice, pour savoir avec le plus de précision possible ce qui a provoqué l'arrêt de cette vie. Le second est plus vaste, plus dérangeant, plus politique presque. Il faut chercher comment une femme révélée comme un divertissement
est devenue au fil des ans l'emblème d'une fragilité consommée par le public. Il faut interroger l'industrie du spectacle, les médias, les réseaux, les entourages, les institutions de soins, et cette tendance collective à ne considérer les crises des célébrités que comme des épisodes d'un feuilleton. Parce que la mort de Loana ne se résume pas à une pièce fermée, à une blessure à l'arrière du crâne ou à une chronologie médico-légale. Elle oblige à rouvrir tout le dossier d'une existence exposée trop tôt, trop fort, trop longtemps. Le plus cruel, peut-être, est que Loana avait fini par incarner quelque chose de plus grand qu'elle-même. La promesse abîmée de la célébrité moderne. Avec elle, la France a appris qu'on pouvait devenir une star en quelques semaines. Avec elle, la France a aussi appris qu'on pouvait être détruite en pleine lumière. Sa vie a ressemblé à une oscillation continue entre la recherche de renaissance et la répétition du chaos. Chaque retour à l'écran réveillait l'espoir qu'elle allait mieux. Chaque nouvelle alerte rappelait que rien n'était vraiment réglé. Et dans cette alternance, beaucoup ont fini par confondre résilience et survie provisoire. Ils ont pris ces réapparitions pour des guérisons, ces sourires pour des preuves, ces silences pour des répits. Mais il est possible qu'au fond, Loana ait longtemps vécu sur le bord d'un précipice invisible aux yeux de ceux qui voulaient encore croire au miracle médiatique. C'est aussi pour cela que sa mort fait pleurer tant de gens. Non pas seulement des fans, non pas seulement une génération qui regardait M6 au début des années 2000, mais des anonymes qui voient en elle une détresse reconnaissable. Beaucoup ont connu, de près ou de loin, quelqu'un qui lutte contre les addictions, contre la dépression, contre des traumatismes d'enfance, contre des relations toxiques, contre la fatigue de vivre. Chez Loana, tout cela était public, et donc terriblement grossi. Mais la structure intime de la douleur, elle, restait universelle. Son histoire parle à tous ceux qui savent qu'une personne peut être entourée de bruit et mourir malgré tout dans une solitude abyssale. Elle parle à tous ceux qui savent qu'on peut être célèbre et abandonné, admiré et perdu, visible et invisible en même temps. Elle parle à tous ceux qui ont déjà compris que certaines morts sont l'aboutissement d'années d'alerte. Il serait trop simple de refermer ce récit sur une formule commode, sur un pathos facile, sur l'idée d'une destinée tragique qui aurait tout expliqué d'avance. Non, une destinée tragique n'explique rien. Elle dispense seulement de regarder les mécanismes réels. Or, les mécanismes, eux, sont bien là. Violences subies, traumatismes anciens, dépendance, fragilité psychiatrique, exposition médiatique massive, difficulté à tenir dans la durée, isolement progressif. Voilà ce que raconte aussi la mort de Loana. Pas une malédiction romantique. Une suite de fractures, une histoire d'abandon, une notoriété trop grande pour une âme déjà blessée. Une société qui adore fabriquer des symboles mais ne sait pas quoi faire de leur souffrance quand elle déborde des cadres du divertissement. Et pourtant, malgré tout, réduire Loana à sa chute serait encore lui faire du tort. Car derrière la tragédie, il y avait aussi une femme qui avait touché le public par sa spontanéité, son désir d'amour, sa manière d'être immédiatement lisible dans ses émotions. Il y avait une femme qui, même dans ses années les plus troubles, suscitait encore chez beaucoup une tendresse réelle. Il y avait quelqu'un qui ne s'est jamais totalement durci, jamais totalement protégé, jamais totalement retiré du besoin d'être aimé. C'est peut-être ce qui la rendait si vulnérable. Et c'est peut-être aussi ce qui la rend aujourd'hui si impossible à oublier. Au bout du compte, la vérité sur la mort de Loana ne sera peut-être pas un coup de théâtre. Elle sera peut-être plus nue, plus simple, plus terrible. Celle d'une femme retrouvée trop tard, après plusieurs jours, dans son appartement de Nice, au terme d'une vie que la lumière n'a cessé d'éclairer sans jamais vraiment la sauver. Les expertises diront ce qu'elles doivent dire. La justice précisera la cause. Les dossiers se refermeront un jour. Mais il restera autre chose, qui ne relève ni des laboratoires ni des parquets. Une sensation de tristesse immense, presque sale, presque coupable, devant le destin d'une femme que tout un pays a connue de trop près et comprise de trop loin. Loana est morte à 48 ans. Et derrière le choc, derrière les hommages, derrière les spéculations, demeure cette image insupportable. Celle d'une étoile fabriquée par nos regards, puis abandonnée à la nuit.